Bonsoir chers étudiants, voici une vidéo dans laquelle on va illustrer l'utilisation du principe de superposition pour calculer le champ électrique créé par une configuration donnée. J'ai choisi aujourd'hui un exemple de sphère chargée. Il s'agit d'un cas assez particulier et nous allons voir qu'il s'agit de deux sphères. Une sphère qui est pleine, dans laquelle on va creuser une petite sphère, donc une cavité où il n'y aura strictement rien du tout. Il s'agit donc de creuser une sphère de centre O1 et de rayon R1. On va créer une cavité sphérique de même centre O1 et de rayon R2. R2 sera plus petit que R1. Donc c'est une petite cavité sphérique à l'intérieur d'une sphère pleine. Il n'y a pas de charge dans la cavité, comme on a dit, et dans le volume sphérique restant, donc dans la grande sphère en dehors de la cavité, il y a une densité de charge ρ0 constante et positive, homogène. Donc on le demande en utilisant le principe de superposition de déterminer l'expression de champ électrique et le potentiel VR qui en résulte. On va prendre le potentiel électrique à l'infini, c'est-à-dire très loin, égal à 0. Dans les trois cas suivants, on demande de calculer le potentiel électrique et le champ électrique à une distance R inférieure ou égale à R2, c'est-à-dire à l'intérieur de la cavité. Petit b, on demande de calculer pour un point situé à l'extérieur de la cavité, mais toujours à l'intérieur de la grande sphère. Et ici, on a un point qui est à l'extérieur de la sphère, de la grande sphère, et de la petite, bien sûr, parce qu'elle est dedans. Et puis, on demande de donner le comportement, l'allure des courbes du champ électrique et du potentiel électrique. La deuxième question, on va supposer que les deux sphères, la cavité et la sphère, n'ont pas le même centre, ils ne sont pas concentriques. On va la placer toujours à l'intérieur de la grande sphère, mais à une distance O2, par exemple, telle que O1, O2 est égal, par exemple, R1 sur R sur 2. D'accord ? Le plus important, c'est de savoir que la grande sphère dans laquelle on a creusé une cavité ne peut être qu'isolante, parce que sinon on ne peut pas parler de densité volumique de charge dans le cas d'un conducteur, par exemple. Donc voilà les deux situations. Nous avons une grande sphère de rayon R1 et une petite cavité qu'on a creusée qui est concentrique sur O1 avec un rayon R2 et on voit bien que R2 est inférieur à R1. Dans la partie pleine, il y a une densité volumique de charge ρ0. Dans le deuxième cas, on a toujours la petite cavité de même rayon R2, mais qui n'est pas concentrique sur O1 et il y a une certaine distance entre O1 et O2 et une orientation bien sûr. Alors, ça semble assez complexe, mais c'est le cas de le dire, mais heureusement, on a un principe de superposition qui va venir à notre secours. Alors, regardez comment ça va se passer. On va considérer cette sphère pleine, isolante, avec cette cavité, comme si on avait une sphère, mais où il n'y a pas de cavité avec une densité ρ0 positive, plus une autre sphère qui serait placée à cet endroit, mais qui n'est pas creuse, plutôt pleine, avec une densité volumique de charge opposée à celle-là, c'est-à-dire moins ρ0. Cette sphère avec moins ρ0 va compenser, annuler, neutraliser la sphère qu'on avait prise de trop. Donc, j'ai une sphère avec un creux à l'intérieur, c'est comme si j'avais une sphère pleine, plus une petite sphère qui est pleine, mais avec une densité de charge qui est opposée, de signe opposé à celui qu'on avait dans la grande, et qu'on placerait au bon endroit. Donc, quand on va me demander de calculer un champ électrique quelque part, ben ici, ce sera à l'intérieur de celle-là, mais il sera pleine parce qu'il aura moins ρ0.
et ce sera à l'intérieur de celle-là. On peut calculer le champ électrique et le potentiel ici à l'extérieur, ici ou là. Donc il y a 3 cas qui sont intéressants. Alors, on demande d'exprimer le champ électrique ER en un point N, intérieur à la cavité, ça c'est pour le petit a, en fonction de R1 égale à O1M et R2 égale à O2M. Que peut-on en conclure? Petit b, le champ électrique ER en un point N extérieur, d'accord, aux deux sphères. Il sera à l'extérieur. Le N sera ici, on le verra tout à l'heure. Et en fonction de R1 égale à O1N, cette fois-ci, N étant à l'extérieur, c'est ce cas-là, et R2 égale à O2N, d'accord, qui sera aussi à l'extérieur ici. Alors, on se rappelle que le principe de superposition veut dire quoi? Ben, chaque système, on va lui calculer le champ électrique vectoriellement, et puis on fait la même chose avec l'autre comme si le deuxième n'existait pas, d'une manière complètement indépendante, et après on fait la somme vectorielle, c'est exactement la signification du principe de superposition. Comme je rappelle, on peut l'utiliser en mécanique, en optique, en mécanique quantique, et j'en passe. C'est quelque chose qui est très très intéressant, et heureusement que la nature est ainsi faite. Donc, en tout point M, le champ électrique ER est la somme des champs créés, l'un par la sphère, la grande sphère O1R1, portant une charge volumique ρ0, donc je la considère entièrement pleine, et l'autre E2 par la sphère O2R2, mais portant la charge volumique moins ρ0, comme on a dit. On a vu, quand on a une sphère dans le cours, quand on a une sphère quelconque, qu'elle soit conductrice, isolante, pleine ou creuse, le champ électrique est donné comme celui d'une charge ponctuelle qu'on aurait placée au centre de la dite sphère, et pourtant une charge égale à la charge totale de ma sphère, c'est-à-dire K en Q sur R au carré fois ER. On a vu avec la symétrie, le théorème de Gauss, que le champ était radial selon ER, selon les rayons, comme on dit. Je peux exprimer Q en fonction de la densité volumique, ben, il suffit de multiplier ρ par le volume total de la sphère, parce qu'on est à l'extérieur, et c'est 4 tiers de pi r au cube. Le r carré ne bouge pas, on a toujours ER. Après simplification, tout champ à l'extérieur d'une sphère quelconque, soit on écrit avec Q, c'est KQ sur R carré ER, R carré où R c'est la distance entre le point où je calcule le champ et le centre de la sphère, ou bien je peux l'écrire en fonction de la densité volumique. On va voir la densité volumique fois le rayon de la sphère chargée divisé par 3 epsilon 0 R carré et ER. Par contre, si je veux regarder le champ électrique à l'intérieur d'une sphère, bien sûr, si c'est un conducteur, si c'est une sphère conductrice, le champ électrique est identiquement nul, qu'elle soit creuse ou pleine. Reste le cas d'une sphère isolante, pleine. À ce moment-là, c'est tout simplement K fois Q sur R au cube fois R. On voit que le champ électrique à l'intérieur d'une sphère pleine isolante est proportionnel à R. Donc, c'est une ligne. Elle est toujours radiale. Je peux l'écrire aussi en fonction de la densité de charge. C'est ρ sur 3 epsilon 0. D'accord? C'est ce terme qui se répète. Seulement ici j'ai petit r et ici j'ai r au cube sur r carré. Maintenant, de cette manière, on va dresser ce tableau. Je mets R, je mets le champ électrique de la grande sphère, E1, idem pour la sphère qui correspond à la cavité en réalité, et le champ total, c'est la somme vectorielle des deux. Alors, le premier cas, petit a, c'est quand R est inférieur ou égal à R2, c'est-à-dire je suis à l'intérieur de la cavité. Eh bien, comme je suis à l'intérieur, E1 aussi c'est à l'intérieur, parce que si je suis dans la cavité, je suis à l'intérieur de la grande sphère.
c'est ρ0 fois R sur 3 epsilon 0, comme on vient de voir, ER. La même chose pour la cavité, mais en fait, c'est une sphère pleine, d'accord, qui remplace cette cavité, mais avec une densité moins, ρ0, et on a moins ρ0 R sur 3 epsilon 0, ben, la somme vectorielle des deux, ben, ça donne 0. C'est tout à fait normal, dans la cavité de champ électrique est égale à 0. Le théorème de Gauss, il est très clair là-dessus. Deuxième cas, où nous avons le point M est situé quelque part ici, d'accord, à l'extérieur de la petite sphère qui représente la cavité et à l'intérieur de la grande sphère. Donc ici, pour E1, ben, j'écris la même chose parce que je suis à l'intérieur, mais par contre pour l'autre, je suis à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur d'ici, parce que M se trouve là, et à ce moment-là, c'est moins ρ0, R2 au cube, d'accord, sur 3 epsilon 0, R carré ER, ben, la somme des deux, ça donne ρ0 sur 3 epsilon 0, R moins R2 au cube sur R carré ER. Et le champ est toujours radial. Alors, le dernier cas, quand je suis à l'extérieur de toutes ces charges-là, c'est-à-dire quelque part ici, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je suis à l'extérieur de la grande sphère, à l'extérieur de la petite sphère, donc il suffit d'utiliser le champ à l'extérieur, comme on a dit tout à l'heure, c'est ρ0, R1 au cube sur 3 epsilon 0, R carré, la même chose, d'accord, mais ici je mets R2 au lieu de R1, et voici le champ électrique total à l'extérieur. Il est toujours radial et il est proportionnel au grand rayon au cube moins le petit rayon au cube. Alors, pour le potentiel, ben, on a des relations qui sont toutes puissantes. On a vu que la force électrique était conservative et qu'elle dérivait d'un potentiel. Et on a défini l'énergie potentielle comme moins le travail que doit fournir un système de charge pour amener une charge Q de l'infini au point considéré. Et le potentiel électrique, on a dit que c'est le rapport de cette énergie potentielle électrique divisé par la charge. Et ça nous ramène à écrire que le champ électrique peut s'écrire que comme égal moins le gradient du potentiel électrique. Ça, c'est la forme différentielle. On a la forme intégrale où le potentiel, c'est tout simplement égal à l'intégrale de ER, donc le champ électrique produit scalaire un élément de déplacement dr. Dans le cas qui nous intéresse, on a le champ qui est dans la direction de ER et dr qui s'écrit bien sûr dr fois ER. Quand je fais le produit scalaire de ces deux vecteurs-là, ben, ça devient juste une multiplication ER et d de R. Alors, le premier cas, on veut calculer le potentiel à l'extérieur de la sphère, de la grande sphère et la petite qui est dedans. Eh bien, il suffit d'intégrer, de remplacer ER par son expression et de faire l'intégrale. Eh bien, ici, on voit qu'on a un R carré, ben, ça va donner ce terme-là. Ça va être un terme négatif quand j'intègre sur R carré, ben, ça donnera ainsi moins 1 sur R, et par conséquent, le moins va partir. C'est pour cela qu'on a deux termes ici, un positif et l'autre négatif. Donc ici, c'est l'intégrale de dr sur R carré. Ce terme-là, d'accord, il est constant, donc on a pu le sortir de l'intégrale. Et VR, c'est égal à ρ0 sur 3 epsilon 0, cette différence des cubes des rayons, plus une constante. Et bien c'est là où vont intervenir les conditions limites. On avait supposé que le potentiel très loin des sphères, c'est-à-dire à l'infini, est égal à 0. Ben, si je remplace R par l'infini, ça donne 0. Et quand VR est égal à 0, ben, à ce moment-là, c'est 1 est égal à 0. Maintenant, pour le deuxième cas, qui est très intéressant, quand je suis à l'extérieur de la petite sphère, mais toujours à l'intérieur de la grande sphère. Ben à ce moment-là, je remplace le champ électrique ici par son expression et j'intègre. Ce n'est pas compliqué. Je trouve un terme en R carré, un autre sur R, mais il faut toujours ajouter une constante. La continuité de VR en R égale à R1 implique
c'est-à-dire VR en R égale à R1, ben, je dois trouver la même chose. Parce que puisque c'est inférieur ou égal, ce que j'ai trouvé ici, ben, si je remplace par rapport à ici, avec R égale à R1, ben, je dois avoir cette quantité-là est égale à l'autre, avec C2. Eh bien, ça me permet de calculer C2 qui est égal à ρ0, R1 au carré sur 2 epsilon 0. Et voici le potentiel, comment il s'écrit. Donc, il suffit de regrouper les termes et le jeu est joué. En ce qui concerne l'intérieur de la cavité de la petite sphère, ben on avait trouvé que le champ électrique est égal à 0. C'était prévisible avec le théorème de Gauss. Mais ça ne veut pas dire que le potentiel est nul, ça veut dire uniquement que c'est une constante. Bien sûr, 0 c'est une constante, mais le potentiel dans un endroit où le champ électrique est nul n'est pas nécessairement nul. D'accord ? Je rappelle que le potentiel électrique comme l'énergie potentielle électrique sont définis à une constante près. Quand on calcule la différence de potentiel entre deux endroits, cette constante, bien sûr, va disparaître et ce sera absolu. La continuité de VR en R égale à R2, on avait déjà calculé pour R2, d'accord ? Maintenant, on va le calculer, ben là, je peux le montrer ici. Donc, pour R inférieur ou égal à R2, ben, on va utiliser la continuité en R égale à R2. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le C3 va être calculé, ça nous donne cette expression-là. D'où VR, finalement, à l'intérieur, c'est une constante. 0, 0, la différence des carrés des deux rayons, le grand bien sûr, moins le petit, divisé par 2 epsilon 0, c'est une constante. L'allure qui est demandée du champ électrique et du potentiel électrique, bon, on a trois régions intéressantes. À l'intérieur de la cavité, entre la cavité et l'extrémité de la grande sphère, et puis au-delà, c'est-à-dire à l'extérieur des deux sphères. Ben, on a vu que le champ électrique ici, dans la cavité, est nul, et puis il va monter, et ici, on aura un maximum qui est donné par là, d'accord, on l'a déjà vu, juste à R1, et puis ça diminue. Plus on s'éloigne, plus ça va prendre l'allure d'un champ électrique qui diminue en 1 sur R carré, parce qu'on commence à être loin. Ben pour le potentiel, la même chose. Ici, le champ électrique est égal à 0, mais le potentiel, on vient de le calculer, est différent de 0, il est constant, et puis il commence à diminuer, d'accord? Pourquoi? Parce que le champ électrique ici, d'accord, on avait calculé et on l'a intégré, on a trouvé cette forme-là, parce qu'il y a quand même la superposition de deux champs électriques, une sphère complète avec une densité volumique de charge positive, et l'autre qui remplace la cavité, une petite sphère de rayon R2 avec une densité de charge qui est négative. Donc voici l'allure comme on l'avait demandé. Maintenant, pour le deuxième cas, c'est-à-dire je suis à l'extérieur, je suis avec une cavité qui est à l'intérieur de la sphère, bien sûr, mais qui a une certaine distance, d'accord, par rapport à O1. Les deux sphères ne sont pas concentrées. On a toujours le principe de superposition. Le champ électrique total, c'est la somme des deux vecteurs. On va poser O1M égale à la norme de O1M fois ER, d'accord? Et ça, c'est la note R1 fois ER. Donc finalement, on peut remplacer R1ER par O1M. Idem pour O2M. C'est la même chose que R2 fois ER. Donc finalement, les champs électriques, on a déjà vu qui sont à l'extérieur, c'est ρ0 fois R sur 3 epsilon 0. Ici, il faut mettre R1. Ben, c'est ρ0 sur 3 epsilon 0 O1M. D'accord? En fait, c'est R1 qu'il faut mettre ici, c'est celle-là, donc je peux la remplacer par M. La même chose pour l'autre, et bien sûr avec une densité qui est volumique, qui est négative. Donc finalement, quand je fais le principe de superposition, ben, j'arrive au champ électrique dans un point qui est à l'intérieur de la cavité, mais qui est toujours à l'intérieur de la grande sphère.
ben, c'est ρ0 sur 3m, O1m moins O2m. Je peux changer de signe, mettre plus, mais mettre m O2. Et ben, ça fera tout simplement ρ0 sur 3 epsilon 0 O1 O2. C'est-à-dire, c'est un champ qui est dirigé de la première origine, du premier centre de la grande sphère, vers le centre de la cavité. Et il est uniforme, c'est-à-dire, si j'ai la distance O1, O2, ben je vais avoir un champ qui est constant, c'est-à-dire ρ0 fois R1 sur C epsilon 0, parce que j'ai supposé que O1, O2 est égal à R1 divisé par 2, c'est-à-dire la moitié du rayon de la grande sphère. Pour le petit b, on a déjà vu dans la première question que O1n, à l'extérieur, bah c'est ρ0 sur 3 epsilon 0, R1 au cube sur R1 au carré normalement. Mais comme ici, j'ai multiplié par R1 O1n, c'est la même chose, je dois diviser encore par 3 parce que j'avais ER, R1, ER, ça fera E1n, mais je dois diviser ici pour remplacer, restituer ce que j'avais pris ici en multipliant. Donc voici le champ électrique au point N à l'extérieur des deux sphères. C'est ρ0 sur 3 epsilon 0. Le rayon R1 sur la distance entre O1 et N, le tout au cube, dirigé vers O1N. La même chose pour l'autre, mais avec une densité négative. Mais au lieu de R1 et petit r1, j'ai mis R2 et R2 et c'est O2. D'où le champ électrique total qui s'écrit de cette manière-là. On a un terme dirigé selon le rayon O1 vers N et l'autre vers O2N. Si on connaît la direction et on connaît les deux et on connaît R1 et R2, à ce moment-là, on peut calculer le champ électrique en connaissant ses composants, sa direction et tout ce qu'il faut. Et je vous remercie. La prochaine fois, ce sera sur les plans et les plans infinis. Merci beaucoup.